Vous croyez connaître les chevaux? Vraiment? Vous pensez grand animal, beau, rapide? Peut-être que vous avez fait de l'équitation quand vous étiez enfant, ou au moins que vous avez tendu un morceau de sucre par-dessus la barrière d'un hippodrome et senti ce souffle chaud et humide sur votre paume. On a l'impression que le cheval, c'est quelque chose de familier, de longtemps apprivoisé. Non, cette image est fausse. Le cheval est l'une des créatures les plus complexes, les plus mystérieuses et les plus mal comprises de cette planète. Un animal qui a littéralement construit notre civilisation sur son dos et ses jambes, qui se souvient des humains après des années de séparation, qui perçoit votre pouls avant même que vous ne remarquiez votre propre agitation, qui lit l'expression de votre visage, qui peut mourir de chagrin, littéralement de chagrin. Aujourd'hui, 50 faits sur le cheval. Pas ceux des encyclopédies pour enfants, des faits vrais, vérifiés, avec des histoires à couper le souffle. Certains, je les ai moi-même vérifiés une seconde fois, parce que je n'y croyais pas. Restez jusqu'à la fin. Vers le milieu, vous trouverez un fait qui changera complètement votre regard sur le lien entre l'homme et le cheval. C'est parti. Fait numéro 1. Les chevaux existent à nos côtés depuis 5500 ans. Les premières preuves convaincantes de leur domestication ont été trouvées au Kazakhstan, sur les sites de la culture dite de Botaï, datés d'environ 3500 ans avant notre ère. En 2009, une équipe de recherche dirigée par Sandra Olsen de l'université Carnegie à Pittsburgh a publié dans la revue Science des données révolutionnaires. Sur les os de chevaux de Botaï, on a trouvé des traces de mort sur les dents et dans des poteries, des traces de lait de jument. Cela signifiait que les humains ne chassaient plus seulement les chevaux, ils les trayaient, les montaient, les avaient domestiqués. Il y a 5500 ans. À titre de comparaison, les premières traces d'écriture apparaissent à la même époque en Sumer, en Mésopotamie. Le cheval et l'écriture sont contemporains et tous deux ont tout changé. Fait numéro 2. Avant le cheval, le monde était lent, littéralement. Un messager à pied pouvait transmettre une information sur une distance d'environ 40 km par jour et encore, par beau temps et sur de bonnes routes. C'était la limite absolue de vitesse de l'information pendant des millénaires. Le cheval a brisé cette limite. Le système perse de relais de chevaux, que l'historien grec Hérodote décrivait avec une admiration non dissimulée, permettait d'envoyer des messages sur 2600 km en environ 9 jours. C'était 1400 ans avant l'invention du télégraphe électrique. Le cheval était le premier système de communication à longue distance de l'histoire, le premier Internet de la civilisation, pour parler en termes modernes. Sans lui, il n'y aurait eu ni empire perse, ni empire romain, ni empire mongol. Aucun grand empire n'aurait existé, car on ne peut pas bâtir un empire sans lien entre ses parties. Fait numéro 3. L'ancêtre du cheval moderne était de la taille d'un renard. On l'appelait Eohippus, le cheval de l'aurore, bien que la paléontologie moderne préfère le nom Hyracotherium. Il vivait il y a 55 millions d'années, au début de l'Éocène, et ressemblait à peu près à ceci, une trentaine de centimètres de hauteur, entre 3 et 5 kilogrammes. À peu près comme un grand chat domestique, 4 doigts aux pattes avant, 3 aux pattes arrière, un dos arqué comme celui d'un chevreuil. Il se nourrissait de feuilles tropicales tendres et se cachait dans les forêts d'Amérique du Nord, car c'est là qu'ont été trouvés ses premiers fossiles, et non en Eurasie, comme on le croit souvent. Imaginez que cette créature deviendrait l'ancêtre de l'animal sur lequel Alexandre le Grand conquit la moitié du monde, c'est proprement inconcevable. Et pourtant, c'est exactement ce qui s'est passé en 55 millions d'années d'évolution. L'une des lignées évolutives les mieux documentées et les plus stupéfiantes de l'histoire de la vie sur notre planète. Fait numéro 4. Les chevaux ont complètement disparu d'Amérique du Nord et du Sud. Ce n'est pas une métaphore ni une hyperbole, c'est un fait paléontologique documenté. Il y a environ 10 000 ans, à la frontière entre le Pléistocène et l'Holocène, les chevaux ont disparu des deux continents américains en même temps que les mammouths, les mastodontes, les paresseux géants et toute une série d'autres grands animaux. Les causes sont encore débattues. Changement climatique à la fin de la dernière période glaciaire, pression de chasse exercée par les premiers humains arrivés en Amérique ou une combinaison des deux
ce dernier scénario étant le plus probable. Les Mustangs sauvages que l'on associe aujourd'hui à l'Ouest américain, à la liberté, à l'esprit de la frontière, ne sont pas des habitants d'origine de ces terres. Ce sont les descendants des chevaux espagnols amenés par Hernán Cortés et d'autres conquistadors à partir de 1493. L'Amérique a retrouvé un animal qui avait lui-même évolué sur son territoire après 10 000 ans de séparation. C'est ce qui m'a personnellement le plus frappé. La patrie évolutive du cheval, c'est le Nouveau Monde. Mais c'est dans l'ancien qu'il a été domestiqué. Fait numéro 5. La vitesse du cheval en sprint court atteint 70 à 78 km par heure. Le record officiel appartient à un pur sang. En 2008, sur un hippodrome de Pennsylvanie, une jument prénommée Winning Brew a parcouru un quart de mile à une vitesse moyenne de 70 cep, 5 km h. Cela figure dans le livre Guinness des records. Pour comparaison, la vitesse maximale d'Usain Bolt sur 100 mètres est de 44,5 km h. Le cheval laisserait l'homme le plus rapide de la planète loin derrière, avec près de 33 km par heure d'avance. Mais ce n'est valable qu'en sprint. Sur de longues distances, par temps chaud, l'histoire change. L'homme, avec son système de transpiration évolué, peut dépasser un cheval sur des distances marathoniennes. Depuis 1980, une course homme contre cheval est organisée chaque année au Pays de Galles sur 35 km de terrain varié. En plusieurs décennies, les humains n'ont remporté l'épreuve que quelques fois, mais ils l'ont remportée. Cela dit quelque chose de ce qu'est l'endurance humaine. Fait numéro 6. Les yeux du cheval sont les plus grands de tous les mammifères terrestres. Le diamètre du globe oculaire, environ 5 cm. Plus grand que celui d'un éléphant, plus grand que celui d'une girafe. Grâce à cette taille et à la position latérale des yeux sur la tête, le cheval dispose d'un champ de vision de presque 360 degrés. Presque. Il reste 2 angles morts, juste devant le museau, dans un rayon d'environ 1,5 mètre et juste derrière la queue. C'est pourquoi les chevaux s'effrayent parfois d'objets qui apparaissent littéralement sous leur nez. Ils ne les voyaient pas avant qu'ils entrent dans la zone aveugle. Et c'est pourquoi s'approcher d'un cheval par derrière sans prévenir est une très mauvaise idée, il ne vous voit physiquement pas. Par ailleurs, la vision binoculaire du cheval ne s'exerce que dans un secteur étroit juste devant le museau. Tout le reste de l'espace est perçu de manière monoculaire, par 2 caméras indépendantes. Une vision extraordinairement large et un monde radicalement différent du nôtre. Fait numéro 7. Le cheval dort debout. Ce n'est ni une légende ni une exagération. C'est le résultat d'une adaptation évolutive extrêmement complexe. Dans les membres postérieurs du cheval existe un système unique de ligaments, de tendons et de muscles que les anatomistes appellent l'appareil de station passive. Les articulations se verrouillent littéralement, permettant au corps de maintenir une position verticale sans effort musculaire. L'animal somnole et ne tombe pas. L'évolution a créé cela pour une seule raison. Le cheval, en tant que proie, doit être prêt à fuir en une fraction de seconde. Un cheval couché perd trop de temps à se relever. Un cheval debout est déjà en mouvement. Cependant, le sommeil pleinement réparateur avec phase REM, indispensable à la régénération du système nerveux, ne peut s'obtenir qu'en position couchée. Le cheval s'allonge, mais seulement lorsqu'il se sent en absolue sécurité. Si votre cheval s'endort couché à côté de vous, ce n'est pas une faiblesse. C'est la plus haute forme de confiance dont cette créature soit capable. Fait numéro 8. Le cheval ne peut pas respirer par la bouche. C'est un fait anatomique, pas un trait de caractère. L'épiglotte du cheval est construite de telle sorte que la respiration n'est possible que par les naseaux. C'est pourquoi, au galop, les naseaux du cheval s'évasent si largement et si caractéristiquement. À chaque inspiration, il s'ouvre jusqu'à la taille d'un poing d'adulte. Chaque inspiration est un effort, un travail physique des naseaux et des muscles respiratoires. Et c'est pour cela que toute inflammation des voies respiratoires supérieures devient dangereuse pour le cheval. Des naseaux bloqués, c'est l'absence de respiration. Et l'absence de respiration, c'est l'absence de vie. Les chevaux sont exceptionnellement vulnérables aux infections respiratoires, précisément parce qu'ils n'ont pas de voie de secours. Fait numéro 9. Le cheval est physiquement incapable de vomir.
En aucune circonstance. Le sphincter musculaire, à l'entrée de l'estomac le cardia, est si puissant que tout reflux du contenu gastrique est exclu. On appelle cela l'impossibilité fonctionnelle de vomir. Ce qui semblerait être un détail physiologique mineur a des conséquences colossales. Si un cheval a ingéré quelque chose de toxique, d'avarié, de fermenté, on ne peut pas revenir en arrière. Si des gaz commencent à se former dans l'estomac ou les intestins et que la pression monte, il n'y a pas d'issue. C'est pourquoi la colique, chez le cheval, n'est pas un simple malaise comme chez l'homme. C'est un état potentiellement mortel, nécessitant une aide vétérinaire immédiate. Selon les données de l'Association américaine des médecins vétérinaires, la colique figure parmi les 3 principales causes de mortalité chez les chevaux. Franchement, quand j'ai appris ça, j'ai dû repenser complètement tout ce que je croyais savoir sur le mot robuste. Fait numéro 10. Les dents du cheval occupent plus de place dans son crâne que son cerveau. Ce n'est pas une provocation, c'est une réalité anatomique. Les molaires du cheval sont longues et profondément enchâssées dans l'os. Elles se forment sous les gencives et émergent progressivement au fil de l'usure, tout au long de la vie de l'animal. Un mâle adulte possède 44 dents, une jument généralement entre 36 et 40. En examinant le type d'usure et la forme des dents, un vétérinaire expérimenté peut estimer l'âge du cheval avec une précision raisonnable. C'est de là que vient le proverbe « À cheval donné, on ne regarde pas les dents. Les dents, c'est le passeport. » Si un vendeur vous presse de ne pas les examiner, la question de l'âge de l'animal reste ouverte. Dites-moi franchement, avez-vous déjà vu un cheval en liberté? Pas dans une écurie, pas sur un hippodrome, pas dans un pré clôturé vraiment en liberté, sans humain à proximité? Écrivez-le en commentaire. C'est plus important qu'il n'y paraît. Et voici pourquoi. Fait numéro 11. Les seuls vrais chevaux sauvages sur Terre sont aujourd'hui les chevaux de Przewalski et leur existence même est un petit miracle scientifique. Au début des années 1970, l'espèce avait complètement disparu de la nature. Le dernier cheval de Przewalski sauvage véritablement documenté a été observé en Mongolie en 1969. L'espèce n'a survécu que dans les eaux, et c'est grâce à un vaste programme international d'élevage et de réintroduction qu'elle a pu être ramenée à la vie. Selon les données de l'Union internationale pour la conservation de la nature, plus de 600 individus vivent aujourd'hui à l'état sauvage, dans les steppes mongoles, en Chine, et ce qui peut paraître totalement surprenant dans la zone d'exclusion de Tchernobyl. Un groupe de chevaux de Przewalski y a été transféré en 1998 dans le cadre d'une expérience. Les humains sont partis, les rayonnements n'ont nulle part disparu, et les chevaux, eux, sont restés, se sont reproduits et à en juger par les apparences s'épanouissent. La nature sait vous surprendre. Fait numéro 12. Chaque oreille du cheval est actionnée par plus de 10 muscles indépendants. Chaque oreille peut pivoter de presque 180 degrés et peut le faire indépendamment de l'autre. L'oreille gauche écoute la forêt, la droite surveille la route simultanément. Ce n'est pas un tour de passe-passe, c'est une capacité réelle, indispensable à un animal qui est une proie. Les oreilles du cheval sont le principal indicateur visible de son état émotionnel. Plaqué en arrière, peur ou agressivité, et c'est un avertissement à prendre au sérieux. Pointé vers l'avant et rapproché, attention concentrée, vigilance tendue. Pendante sur les côtés, presque comme celle d'un lapin, calme total, somme, sécurité. Un cavalier expérimenté lit les oreilles du cheval en permanence et sans interruption, comme une autre langue qu'on ne peut pas éteindre. Fait numéro 13. Un cheval adulte boit entre 25 et 60 litres d'eau par jour. 60 litres. C'est 3 seaux standards environ, la capacité du bac d'une grande machine à laver. Par temps chaud, et lors d'un travail intensif, ce chiffre peut être encore plus élevé. Sans eau, un cheval mourra bien plus vite que sans nourriture. La déshydratation déclenche précisément ces coliques dangereuses dont nous avons déjà parlé et provoque également des troubles rénaux et une intoxication rapide. L'eau pour le cheval n'est pas simplement un besoin, c'est la pierre angulaire de sa physiologie, sans laquelle tout le reste cesse de fonctionner. Fait numéro 14.
Le cheval pâture 16 à 17 heures par jour. Ce n'est pas de la gourmandise. C'est une caractéristique structurelle du système digestif. L'estomac du cheval est relativement petit par rapport à sa taille corporelle, environ 18 litres. En revanche, ses intestins s'étendent sur 27 à 30 mètres. La digestion chez le cheval fonctionne comme un convoyeur ininterrompu. De petites portions de nourriture y pénètrent presque en continu, sont traitées et avancent. Quand le convoyeur s'arrête, les problèmes s'accumulent. Le cheval est, par évolution, conçu pour un apport alimentaire lent, volumique et ininterrompu. C'est pourquoi 2 repas par jour en écurie constituent en réalité une violence faite à sa physiologie qui entraîne ulcères gastriques, coliques et troubles du comportement. Selon des études menées dans plusieurs facultés vétérinaires européennes, les ulcères gastriques touchent entre 60 et 90% des chevaux de course maintenus dans des conditions de pâturage limitées. Des chiffres qui mettent mal à l'aise. Fait numéro 15. La sueur du cheval est une eau salée remarquable. Elle contient une protéine unique, la latérine, qui joue le rôle d'un tensioactif naturel en substance, un savon biologique. Elle abaisse la tension superficielle de l'eau et lui permet de traverser l'épaisse toison jusqu'à la peau, assurant un refroidissement corporel plus efficace. C'est pourquoi un cheval en sueur est recouvert d'une mousse blanche, surtout aux endroits où le harnais ou le tapis de selle provoque des frottements, entre les cuisses, derrière les oreilles, sous l'encolure. C'est une solution évolutive pour un animal qui doit refroidir une grande masse musculaire sous de fortes charges physiques. La latérine a été découverte et décrite par des scientifiques britanniques dans les années 1990. Avant cela, sa nature n'était pas comprise. Fait numéro 6. Chaque cheval possède une empreinte digitale unique, mais elle s'appelle autrement, la châtaigne. Ce sont des excroissances cornées situées à l'intérieur des membres. Tous les chevaux en ont sur les membres antérieurs. La plupart en ont aussi sur les membres postérieurs, bien que pas tous. On a longtemps pensé qu'elles étaient des vestiges des doigts latéraux des ancêtres évolutifs. La science moderne n'a pas encore tranché définitivement, la question reste débattue. Mais un point a été établi avec certitude. Le motif des châtaignes est unique à chaque individu, comme les empreintes digitales chez l'homme. Dans plusieurs pays, dont le Royaume-Uni, les châtaignes sont officiellement utilisées comme caractéristique d'identification lors de l'enregistrement des animaux. Un passeport vivant, impossible à falsifier. Fait numéro 17. Le cœur du cheval pèse environ 4 kg à peu près, le poids de 4 plaquettes de beurre, et fonctionne avec une efficacité remarquable. Au repos, entre 28 et 44 battements par minute. Au sommet de l'effort au galop, jusqu'à 240 battements. Le volume de sang pompé à chaque battement dépasse de très loin les données humaines. Mais la vraie légende en la matière, c'est Secretariat un pur sang, qui a remporté en 1973 la triple couronne américaine avec des temps records qui n'ont toujours pas été battus plus de 50 ans plus tard. Quand, après sa mort en 1989, on a pratiqué une autopsie, les vétérinaires ont découvert un cœur qui, selon les estimations, pesait entre 8 et 10 kg, plus de 2 fois la normale. La cause de cette anomalie n'a jamais été définitivement établie. Mutation génétique, combinaison unique de facteurs. Aucune réponse claire. Mais les records, eux, sont là. Fait numéro 18. Les sabots du cheval sont faits du même matériau que vos ongles. De la kératine, mais en très grande quantité et dans une structure très dense. Le sabot d'un cheval adulte supporte le poids de plusieurs centaines de kilogrammes à chaque pas et au galop, toute la charge se concentre successivement sur un seul sabot au moment de l'atterrissage. La kératine cornée pousse à une vitesse d'environ 1 cm par mois et nécessite, comme un ongle, des soins réguliers. Sans parage et sans ferrage, le sabot se déforme. Commence alors la fourbure-inflammation de la couche interne. L'un des états les plus douloureux et les plus dangereux pour le cheval. Pas de sabot, pas de cheval. Ce n'est pas un proverbe pour faire joli. C'est un fait clinique, confirmé par des millénaires de pratique. Fait numéro 19. La gestation de la jument dure environ 11 mois, entre 340 et 360 jours, soit presque un an. Et après ces 11 mois, le poulain naît et, en quelques heures, se met debout,
vraiment debout. Il fait ses premiers pas, il essaie de courir. Derrière ce qui ressemble à un miracle se cache une logique évolutive implacable. Dans la nature, un poulain couché est une proie facile. C'est sans doute l'un des faits les plus bouleversants de ce contenu. Imaginez une créature qui vient d'apparaître dans le monde mouillée, tremblante, la robe pas encore séchée, les articulations pas encore bien dépliées, qui se relève, tombe, se relève à nouveau, retombe, et se relève encore, parce qu'elle n'a pas d'autre choix. Ce n'est pas du courage. C'est l'instinct de survie inscrit dans chacune de ses cellules. Regardez ça sans avoir la gorge serrée, franchement, je n'y arrive pas. Fait numéro 20. Les chevaux ne voient pas les couleurs comme nous. Leur vision est dichromatique, quelque chose de comparable à une forme de daltonisme rouge-vert chez l'humain. Ils distinguent bien le spectre bleu et jaune, mais le rouge et le vert se confondent presque pour eux. C'est pourquoi les barres rouges des obstacles de concours, qui nous semblent criardes et bien visibles, sont perçues par le cheval comme se fondant presque dans l'herbe verte. En revanche, au crépuscule et par faible luminosité, le cheval voit bien mieux que l'homme. Sa rétine contient beaucoup plus de bâtonnets, les récepteurs responsables de la vision nocturne. Dans l'obscurité, le cheval se repère dans l'espace là où l'homme est aveugle. Une question pour vous. Saviez-vous que les chevaux lisent les expressions du visage humain littéralement? Écrivez en commentaire si c'est une découverte pour vous ou si vous en aviez déjà entendu parler. Fait numéro 21. Le cheval, ayant vécu le plus longtemps de façon véritablement documentée, a survécu 62 ans. Il s'appelait Old Billy Vieux Billy, un cheval de travail né en 1762 à Woolston, dans le Lancashire, en Angleterre. Il a travaillé jusqu'au bout, tirant des barges sur les canaux anglais. Il est mort en 1822, la durée de vie moyenne d'un cheval aujourd'hui, 25 à 30 ans. Le record de Vieux Billy n'a officiellement jamais été battu. Après sa mort, son crâne a été conservé et exposé dans un musée de Manchester, où il se trouve encore aujourd'hui. Et sa tête empaillée est conservée dans une société historique locale à Berkeley. C'est ainsi que les choses se passent parfois. Un animal qui a travaillé toute sa vie est devenu, après sa mort, une pièce d'exposition. Une ironie triste. Fait numéro 22. Les chevaux reconnaissent les émotions humaines à l'expression du visage. C'est prouvé expérimentalement, pas spéculatif. En 2016, une équipe de recherche des universités du Sussex et de Portsmouth a mené une série d'expériences. On a montré aux chevaux de grandes photographies de visages humains exprimant la colère et le bonheur. Les résultats étaient sans équivoque. À la vue d'un visage en colère, le rythme cardiaque des chevaux s'accélérait. Ils tournaient la tête de manière à regarder la photo avec l'œil gauche, ce qui, chez les chevaux comme chez de nombreux autres animaux, est lié au traitement des stimuli négatifs par l'hémisphère droit du cerveau. Le cheval ne se contente pas de sentir que quelque chose ne va pas, il lit votre visage. Un signal précis, une réaction précise. Pour moi, c'est l'un des résultats scientifiques les plus remarquables dans ce domaine. Nous pensions que c'était notre capacité unique, lire les émotions des autres sur leur visage. Il s'avère que non. Fait numéro 23. Les chevaux se souviennent des humains pendant des années. Des recherches publiées dans la revue Applied Animal Behavior Science ont montré que les chevaux reconnaissent des individus précis à leur visage et à leur voix, même après de longues périodes de séparation. Lors d'expériences contrôlées, les chevaux manifestaient une réaction émotionnelle claire aux voix de personnes qu'ils connaissaient, distincte de leur réaction aux voix d'inconnus. Ils se retournaient, cherchaient la source du son, s'approchaient. Ce n'est pas un réflexe conditionné à la Pavlov. C'est quelque chose de fondamentalement différent. Une mémoire sociale à long terme ciblée sur un individu précis. Fait numéro 24. Les chevaux peuvent dépérir de chagrin. Cette affirmation se situe à la frontière de la science et des observations de praticiens, et je dois être honnête, elle est contestée par une partie du monde scientifique. Les études contrôlées sur ce sujet sont peu nombreuses, mais les vétérinaires et les propriétaires signalent suffisamment de cas dans lesquels un cheval, après la mort d'un compagnon habituel, un autre cheval, ou un humain cessait de s'alimenter, maigrissait, devenait apathique et languissait. Les spécialistes équins appellent cela la dépression du cheval.
La médecine vétérinaire le qualifie de réaction sévère au stress et à la perte d'un lien social. Quelle que soit l'appellation, une réalité se cache derrière. Le cheval n'est pas indifférent à ce qu'il perd. Fait numéro 25. Les chevaux communiquent pas de manière métaphorique, mais littéralement, dans le cadre d'un vrai système de communication. Le hennissement est un signal multifonction. Salutation, appel à un membre du troupeau perdu, expression d'excitation. Un doux ronflement, dans un contexte détendu, signifie « tout va bien ». Un ébrouement fort et brusque, alarme, avertissement. Un reniflement avec les oreilles plaquées, menace. Et un son tout à fait unique, doux, presque inaudible pour l'humain, à distance un hennissement léger et tendre par lequel la jument s'adresse à son poulain, le son le plus doux de l'arsenal du cheval. Des chercheurs de l'université d'Helsinki ont montré que les chevaux distinguent les voix connues des voix inconnues des humains et y réagissent différemment. Ce n'est pas un réflexe au timbre sonore, c'est de la reconnaissance d'individus. Fait numéro 26. Dans un troupeau de chevaux, le leader est le plus souvent une jument. C'est ce qu'observent régulièrement les éthologues de terrain qui étudient les chevaux sauvages et retournés à l'état sauvage. Contrairement à ce qu'on croit généralement, le mâle dominant ne prend pas les décisions stratégiques. Il protège le troupeau, occupe une position en arrière et sur le côté lors des déplacements. Il repousse les menaces, combat les rivaux. Mais où aller? Quand partir à l'abreuvoir? Comment réagir au danger? C'est la jument dominante qui décide. Une bibliothèque vivante d'expériences la plus sage, la plus expérimentée, la plus influente. C'est elle qui guide. Ce sont des observations constantes, bien que la structure sociale exacte varie selon la taille du groupe et les conditions. Fait numéro 27. Pendant la Première Guerre mondiale, environ 8 millions de chevaux ont péri. 8 millions. C'est l'un des chiffres les plus terrifiants et les moins évoqués de cette guerre. On utilisait les chevaux pour transporter l'artillerie des canons pesant plusieurs tonnes devant être déplacés sur les champs détrempés des Flandres et de la Somme. Pour évacuer les blessés, pour acheminer la nourriture et les munitions, ils mouraient sous les obus, les maladies, les armes chimiques. Vers la fin de la guerre, le commandement britannique a tenté de renvoyer les chevaux survivants en Angleterre auprès de leurs anciens propriétaires qui envoyaient des pétitions et suppliaient. La plupart des chevaux ont été vendus pour la viande ou abandonnés. Quand j'ai lu cela, j'ai dû m'arrêter et rester simplement là avec cette réalité pendant quelques minutes. Fait numéro 28. Bucéphale, le cheval d'Alexandre le Grand, est un vrai personnage historique avec une vraie biographie. Plutarque et Arrien le décrivent en détail. Un étalon de race thessalienne avec une marque distinctive sur le front, une tache blanche en forme de tête de taureau. D'où son nom. Bucéphale signifie tête de taureau. Quand le jeune Alexandre avait environ 13 ans, il vit que des paléfreniers expérimentés ne parvenaient pas à maîtriser l'étalon. Il remarqua que le cheval avait peur de sa propre ombre. L'enfant le plaça simplement face au soleil. L'ombre se retrouva derrière le dos de l'animal. Quelques minutes plus tard, il était en selle. Son père, Philippe II de Macédoine, fondit en larmes de fierté, selon Plutarque. Bucéphale accompagna Alexandre depuis la Macédoine jusqu'en Inde. Il mourut après la bataille de l'Hydaspé en 326 avant notre ère de ses blessures ou de vieillesse. Il avait environ 30 ans. Alexandre fonda en son honneur une ville, Bucéphala, sur les rives du fleuve. C'est aujourd'hui le territoire du Pakistan. Fait numéro 29. Le fer à cheval comme symbole de chance, c'est un accident historique aux multiples couches de sens. Dans l'Europe médiévale, les forgerons étaient considérés comme des gens d'une nature particulière. Ils travaillaient avec le feu et le fer, des métaux traditionnellement associés à la protection contre les mauvaises forces. Un fer à cheval cloué au-dessus d'une porte était censé protéger la maison. Selon l'une des versions les plus connues, saint Dunstan, patron des forgerons, aurait un jour ferré le diable lui-même, venu le trouver sous forme humaine. Souffrant, le diable aurait promis d'éviter toute maison arborant un fer à cheval au-dessus de la porte. Corne vers le haut ou vers le bas? Le débat dure encore. Vers le haut, pour que la chance ne se déverse pas. Vers le bas, pour qu'elle coule sur les habitants de la maison. Aucun consensus. Choisissez vous-même. Fait numéro 30.
L'Akhal-Teke, une race au pelage aux reflets métalliques. Ce n'est ni une métaphore, ni du Photoshop. En coupe transversale, le poil de l'Akhal-Teke contient des canaux creux qui agissent comme des microprimes. Ils réfractent et réfléchissent la lumière d'une manière particulière, créant un effet doré, argenté ou brun irisé. Au soleil, le cheval brille littéralement comme du métal. L'Akhal-Teke est l'une des races d'élevage les plus anciennes. On trouve des représentations de chevaux semblables sur des reliefs de l'époque parthe, datés du 2e millénaire avant notre ère. Le Turkménistan considère l'Akhal-Teke comme un symbole national et son image figure sur les armoiries du pays. C'est vraisemblablement sur un Akhal-Teke ou une race très similaire qu'Alexandre le Grand chevauchait. Fait numéro 31. Le lait de jument le koumi a constitué pendant des millénaires la base de l'alimentation des nomades d'Asie centrale. Hérodote, au 5e siècle avant notre ère, décrivait les Scythes comme un peuple buveur de lait de jument, avec l'étonnement d'un homme d'une autre culture. Sur le plan biochimique, le lait de jument est plus proche du lait humain que du lait de vache, moins de caséine, plus de protéines sériques, des proportions différentes d'acides gras. Sous forme fermentée, le koumi contient une petite quantité d'alcool et d'acide lactique. Au Kazakhstan, en Mongolie et en Batchkiri, il est traditionnellement utilisé dans le traitement de la tuberculose et des maladies gastro-intestinales. À l'époque soviétique, plusieurs centaines de sanatoriums spécialisés en koumissothérapie fonctionnaient en URSS, où le koumi était prescrit comme remède officiel. Il ne s'agit pas de médecine populaire au sens péjoratif du terme. C'est une pratique à l'efficacité documentée. Fait numéro 32. Il existe plus de 350 races de chevaux et les différences entre elles sont vertigineuses. Le Shire Race lourde britannique peut peser entre 1200 et 1400 kg et atteindre une hauteur au garrot de presque 2 mètres. Le Falabella, poney miniature argentin, pèse environ 50 kg et a la taille d'un grand chien. Une même espèce biologique. D'un côté, une machine de guerre médiévale, de l'autre, un compagnon presque décoratif. La différence de poids entre la race la plus grande et la plus petite. 25 à 28 fois. C'est comme comparer un grand chat domestique à un lion adulte. Un seul génome, un seul résultat si différent qu'on peine d'abord à y croire. Fait numéro 33. Un cheval de trait est capable de faire démarrer de sa place une charge plusieurs fois supérieure à son propre poids. En 1924, lors d'une exposition au Canada, une paire de chevaux de race Clydesdale a fait bouger un wagonnet chargé de, selon les sources, environ 180 à 190 tonnes. Pas transporté. Juste fait démarrer, en surmontant le frottement statique. 180 tonnes, c'est à peu près 35 wagons de chemin de fer chargés. C'est le cheval de trait qui assurait la traction mécanique dans l'agriculture et la construction pendant des millénaires. Sans les Clydesdale, les Percherons, les Shires et les Brabançons, il n'y aurait eu ni Versailles, ni cathédrale médiévale, ni terre défrichée. La révolution industrielle n'a pas commencé avec la machine à vapeur. Elle a commencé avec le cheval, qui a aidé les humains à comprendre que la traction mécanique était tout simplement possible. Fait numéro 34. Le cheval vapeur, l'unité que nous utilisons encore aujourd'hui, est l'héritage direct de l'ère du cheval. À la fin du XVIIIe siècle, l'ingénieur écossais James Watt vendait des machines à vapeur aux propriétaires de mines et avait besoin d'une unité de comparaison claire. Il mesura la puissance moyenne d'un cheval de mine travaillant à un treuil et obtint une valeur. Un cheval vapeur correspond à environ 746 watts. Depuis lors, la puissance de chaque moteur, voiture, avion, navire, se mesure en unités qui renvoient directement au cheval. Chaque fois que vous regardez les caractéristiques d'une voiture et lisez 200 chevaux, vous répondez à la question « Combien de chevaux ce moteur remplace-t-il » Le cheval est littéralement intégré au fondement de l'ingénierie moderne par l'unité de mesure. Fait numéro 35, le cheval perçoit le pouls du cavalier. Ce n'est ni mystique ni une belle métaphore. C'est le résultat de plusieurs études menées au début des années 2010 en Suède et au Royaume-Uni.
Le cheval réagit à l'accélération du rythme cardiaque de l'humain en selle avant même que l'humain ne prenne conscience de sa propre agitation. Le mécanisme fait appel à un ensemble de signaux. Le changement de pression sur le dos via la selle, la modification de la tension musculaire des jambes, peut être des signaux olfactifs, les phéromones du stress. Le cheval lit l'état physiologique du cavalier comme un tableau cohérent. C'est précisément pourquoi il est si efficace en thérapie. Le cheval est un miroir de l'homme, et à travers ce miroir, l'homme apprend à se remarquer lui-même. Fait numéro 36. L'hypothérapie est une pratique médicale reconnue et non une médecine alternative. Selon les données de l'Association américaine d'hypothérapie, une pratique régulière de l'équitation améliore les capacités motrices, l'équilibre et le tonus musculaire chez les enfants atteints de paralysie cérébrale, réduit les symptômes anxieux et dépressifs chez les personnes souffrant de stress post-traumatique et a un impact positif sur les interactions sociales chez les enfants présentant des troubles du spectre autistique. Le mécanisme est au moins partiellement compris. Les mouvements tridimensionnels rythmiques du dos du cheval correspondent au patron de mouvement du bassin humain lors de la marche. Le corps apprend à marcher grâce au cheval. Dans plusieurs pays, dont l'Allemagne et Israël, l'hypothérapie est intégrée au programme de rééducation publique et prise en charge par l'assurance maladie. Fait numéro 37. Les chevaux blancs ne sont presque jamais vraiment blancs. La plupart des chevaux que nous appelons blancs naissent sombre noir, bais, alezans et s'éclaircissent à chaque mue au fil du temps. Ce processus est contrôlé par le gène de la robe grise. Les animaux porteurs de ce gène deviennent presque blancs ou crème vers l'âge de 8 à 10 ans. La vraie couleur blanche génétique est le résultat d'un autre gène, plus rare, appelé dominant blanc. L'albinisme chez le cheval est extrêmement rare et souvent associé à de graves problèmes de santé. Ainsi, les fameux chevaux blancs des légendes, des contes et des films sont, dans la grande majorité des cas, tout simplement de très vieux chevaux gris, un peu décevants mais honnêtes. Fait numéro 38. Le cheval connaît son nom. Ce n'est pas de l'anthropomorphisme. C'est le résultat d'observations expérimentales. Les chevaux réagissent différemment aux sons désignés, comme leur nom qu'à d'autres sons de longueur et de timbre similaires. Ils se retournent, dressent les oreilles, s'approchent de la source du son. Dans quelle mesure comprennent-ils le concept de nom en tant que tel ? C'est une question à laquelle la science n'a pas encore répondu, mais la réaction existe. Elle est reproductible et diffère de la réaction aux sons inconnus. Pour un animal qui a évolué en groupe et devait détecter les signaux adressés à un membre précis du troupeau, c'est logique. Fait numéro 39. Les chevaux jouent, pas seulement les poulains, bien que chez eux, le jeu occupe une grande partie du temps. Les chevaux adultes manifestent aussi des comportements clairement ludiques. Ils renversent un seau, poussent un ballon dans le paddock, luttent encolure contre encolure en simulant un tournoi, galopent de côté simplement, sans raison apparente. Les éthologues appellent cela le tempérament joueur et le considèrent comme un signe de complexité cognitive et de richesse émotionnelle. Certains individus conservent une nette propension au jeu tout au long de leur vie adulte. Je l'admets, avant de creuser ce sujet, je voyais le cheval comme une créature sérieuse et réservée. Cette image s'est effondrée à peu près à ce stade. Fait numéro 40. La jument et le poulain se reconnaissent par l'odorat dès les premières minutes après la naissance. Ce lien olfactif se forme dans les premières heures qui suivent la mise bas, pendant la période critique d'empreinte. Si la jument n'a pas, pour une raison quelconque, identifié l'odeur du poulain pendant ce laps de temps, elle peut ne pas le reconnaître, refuser de le laisser téter, le repousser. C'est une catastrophe pour le nouveau-né. Les palefreniers usent d'une ruse. Ils frottent le poulain avec les sécrétions postpartum de la jument pour tromper son nez. La mémoire olfactive chez les chevaux est l'une des plus puissantes parmi les mammifères. Ils se souviennent des odeurs pendant des années, d'un humain familier, de ses vêtements, de sa peau. Un cheval peut reconnaître par l'odorat longtemps après la dernière rencontre. Et maintenant, arrêtez-vous un instant. Avez-vous quelque chose dans votre vie qui soit lié aux chevaux, un souvenir d'enfance, une balade à cheval, ou simplement un moment où vous avez regardé cet animal et ressenti quelque chose d'inexplicable? Écrivez-le en commentaire, j'en suis sincèrement curieux.
Fait numéro 41. La cavalerie a changé l'art de la guerre pour toujours. Les premiers témoignages documentaires de l'utilisation militaire des chevaux datent d'environ 2000 ans avant notre ère, ce sont les chars du Proche-Orient. Plus tard est apparue la cavalerie au sens classique. Une armée sans cavalerie était considérée comme incomplète jusqu'au début du XXe siècle, et pour de bonnes raisons. Une charge de cavalerie offrait simultanément 3 avantages stratégiques: la vitesse, la mobilité et l'effet psychologique. Une avalanche de cavalerie lourde chargeant sur l'infanterie, ce n'est pas seulement une manœuvre militaire, c'est une catastrophe psychologique pour ceux qu'elle frappe. La cavalerie mongole sous le commandement de Genghis Khan pouvait parcourir jusqu'à 100 km par jour, un résultat inaccessible à n'importe quelle autre armée de l'époque. C'est précisément cela qui donnait aux Mongols un avantage stratégique, leur permettant de prendre des villes avant même que la nouvelle de leur approche n'ait eu le temps d'y parvenir. Fait numéro 42. Le cheval a sauvé des millions d'enfants, littéralement. Dans les années 1890, le médecin et immunologiste allemand Emil von Behring a mis au point une méthode de traitement de la diphtérie à base de sérum sanguin de cheval. Le principe est simple dans son concept, complexe dans son exécution. On injectait aux chevaux une toxine affaiblie du bacille diphtérique. Le système immunitaire produisait des anticorps. On prélevait le sang, on en isolait le sérum et on l'administrait aux enfants malades. Avant cette invention, la diphtérie tuait des milliers d'enfants. Après, la mortalité a chuté brutalement. En 1901, von Behring reçut le tout premier prix Nobel de physiologie ou médecine précisément pour ce travail, précisément pour le sérum de cheval. Le cheval, comme usine pharmaceutique, sans la moindre exagération. Fait numéro 43. Les Mustangs d'Amérique du Nord sont légalement protégés depuis 1971. C'est cette année-là que le Congrès des États-Unis a adopté la loi sur la protection des chevaux et des ânes sauvages, reconnaissant les Mustangs comme des symboles vivants de l'esprit historique et pionnier de l'Ouest américain. On en compte aujourd'hui entre 60 000 et 80 000 individus sur le territoire de 11 États de l'Ouest. La gestion de cette population est une source permanente de tension. Une population trop nombreuse détruit les pâturages. Une population trop faible entraîne une perte de diversité génétique. Une partie des biologistes insistent. Les Mustangs ne sont pas une espèce invasive, comme on les désigne parfois. Ils retrouvent simplement une niche écologique laissée vide depuis l'extinction des chevaux sauvages sur ce continent. La question reste débattue et très sensible politiquement. Fait numéro 44. Il existe aujourd'hui environ 60 millions de chevaux dans le monde, selon les données de la FAO du début des années 2020. Les plus grands effectifs sont concentrés en Amérique du Nord et du Sud, en Chine et dans les pays d'Asie centrale. La Mongolie occupe une place particulière. On y compte environ 3-5 chevaux par habitant. Le cheval en Mongolie n'est pas de l'histoire ancienne, ni une attraction touristique. C'est une partie d'une culture vivante. Les éleveurs bergers passent encore aujourd'hui une grande partie de leur vie en selle, et la fête nationale Naadam inclut les courses de chevaux parmi ces 3 sports traditionnels masculins. Fait numéro 45. L'équitation est l'un des sports organisés les plus anciens de l'histoire de l'humanité. Les courses de chars faisaient partie des Jeux olympiques antiques dès 680 avant notre ère. L'équitation montée y entrait dès 648. Aux Jeux olympiques modernes, l'équitation est unique. C'est l'un des 3 sports dans lesquels hommes et femmes s'affrontent dans les mêmes disciplines, dans les mêmes conditions, selon les mêmes règles, sans distinction de classement masculin ou féminin. Ni l'athlétisme, ni la natation, ni la lutte ne le prévoient. Le cheval égalise les chances, et ce n'est pas que de belles paroles. Fait numéro 46. Si un cheval s'allonge à côté de vous, ce n'est ni de l'indifférence ni de la fatigue. C'est une déclaration de confiance. S'allonger, pour un cheval, signifie devenir vulnérable. Dans la nature, un cheval couché est une cible qu'un prédateur peut tuer avant qu'il n'ait le temps de se relever. C'est pourquoi l'animal n'adopte une position horizontale que lorsque tout dans son environnement lui signale « tu es en sécurité ». Si votre cheval s'endort couché à côté de vous, c'est que vous faites partie de son espace sécurisé. Il a décidé qu'à vos côtés, il peut se permettre d'être sans défense.
C'est sans doute la chose la plus éloquente qu'un cheval puisse dire à un humain. Sans mots mais très clairement. Fait numéro 47. Le cheval est le seul animal à avoir participé à toutes les guerres significatives de la civilisation humaine au cours des 5000 dernières années. Aucune autre espèce n'a exercé une influence militaire comparable. Les éléphants ont été utilisés dans les armées d'Asie du Sud et du monde méditerranéen, mais uniquement dans certaines régions et certaines époques. Les chameaux sur les théâtres d'opérations désertiques, les pigeons pour les communications, les chiens pour la reconnaissance et la protection. Le cheval, lui, était partout sous tous les climats, sur tous les continents des chars, des pharaons, à la cavalerie de la Seconde Guerre mondiale, quand les lanciers polonais chargeaient encore à cheval. Il a payé cela de millions de vies, sans jamais l'avoir choisi. Fait numéro 48. L'empreinte. Les premières heures et les premiers jours de vie du poulain déterminent ses futures relations avec l'homme. C'est la découverte du vétérinaire américain Robert Miller, qui a développé la méthode d'empreinte précoce dans les années 1980. Le principe: si, dans les premières heures après la naissance, un humain interagit activement avec le poulain, le touche, souffle dans ses naseaux, manipule ses oreilles, ses sabots, tout son corps, le poulain intègre l'humain dans l'image de ses semblables. De tels chevaux acceptent ultérieurement l'entraînement bien plus facilement. Ils sont moins peureux, plus enclins à la coopération. La méthode est largement utilisée, bien que ses abus soient critiqués. Une intervention précoce trop intensive peut nuire au lien entre le poulain et sa mère. Comme toujours dans les systèmes complexes, l'équilibre est essentiel. Fait numéro 49. Le mot français « cheval » vient du latin caballus, qui désignait à l'origine un cheval de travail ou de somme par opposition au noble écu. Ce glissement sémantique témoigne d'une réalité historique. Ce sont les chevaux de labour et de traction, humbles et oubliés, qui ont construit les routes, les cathédrales et les campagnes de France. Chaque fois que nous disons cheval, nous portons sans le savoir l'héritage de ces bêtes de somme anonymes. Le mot porte cette histoire silencieusement, comme beaucoup de mots que nous utilisons sans nous demander d'où ils viennent. Fait numéro 50, et peut être le plus important. En 5500 ans d'histoire commune, voici ce que le cheval a fait pour l'homme. Il a bâti ses villes en transportant la pierre et les poutres. Il a labouré ses champs en tirant la charrue. Il a nourri ses familles en donnant son lait et sa viande. Il a gagné ses guerres en portant ses guerriers. Il a transmis ses messages en étant plus rapide que n'importe quel messager. Il a soigné ses enfants car son sang contenait des anticorps. Il lui a donné une unité de puissance qu'il utilise encore aujourd'hui. Il a rééduqué son corps et son esprit, car son mouvement reproduit le rythme du pas humain. Il l'a aidé à se comprendre lui-même, car il reflète ses émotions avec plus de fidélité que bien des personnes. Et le cheval se souvient d'un être humain précis pendant des années, perçoit son pouls, lit son visage, s'allonge à côté de lui quand il lui fait confiance et selon toute vraisemblance, peut sombrer dans le chagrin quand il perd quelqu'un. Nous avons bâti notre civilisation sur son dos. Puis nous avons inventé le moteur à combustion interne et nous avons décidé que le cheval était désormais un animal, un loisir, un sport, un hobby. Mais lui, il se souvient de tout. Et il continue de nous regarder avec ses mêmes yeux immenses, les plus grands de tous les mammifères terrestres. Franchement, quand tout cela prend forme, comme un tout cohérent, on ressent une légère gêne pour nous. Si ce contenu vous a apporté quelque chose de nouveau, je vous serai reconnaissant d'un soutien. Mettez un pouce en l'air, abonnez-vous à la chaîne Planète Sauvage. La prochaine vidéo vous surprendra, c'est certain. À bientôt.